300 personnes ne s'évaporent pas ainsi sans un cri, sans une trace, surtout pas d'une propriété verrouillée au matin de Noël. Mais c'est pourtant le mystère insoluble qui allait frapper le domaine de Belmont, en Caroline du Sud, le 25 décembre 1859, gravant cette date dans les annales du crime et de l'inexplicable, bien avant que les centres de la guerre civile ne recouvrent la région. Lorsque le régisseur s'approcha des quartiers à l'aube pour déverrouiller les portes, il trouva les barreaux extérieurs intacts, exactement comme il les avait laissés la veille. Mais derrière ces murs de bois et de pierre, le silence était devenu une entité terrifiante, un vide absolu qui semblait avoir aspiré jusqu'à la dernière trace de vie humaine. Les chaînes qui entravaient habituellement les travailleurs gisaient au sol, enroulées sur elles-mêmes comme des peaux de serpents abandonnés, tandis que les outils de travail étaient alignés avec une précision maniaque, presque rituelle, dans la cour centrale, comme si une main invisible avait voulu mettre un point final à des décennies de labeur forcé avant de disparaître dans le néant. Les feux de cuisson fumaient encore, l'odeur du pain de maïs flottait dans l'air glacial du matin, mais il n'y avait plus une seule âme pour les surveiller, pas un seul enfant pour jouer dans la poussière, pas un seul vieillard pour observer le lever du soleil, laissant la plantation Belmont comme un navire fantôme échoué au milieu des champs de coton. Ce qui rend l'affaire de Belmont si singulière et si troublante pour les autorités de l'époque, c'est l'absence totale de traces de lutte ou de fuite. Les chiens de chasse ramenés des plantations voisines tournèrent en rond dans les quartiers vides avant de s'asseoir, confus, comme si l'odeur des 300 disparus s'était brusquement arrêtée à la lisière des bâtiments, montant vers le ciel plutôt que de s'enfoncer dans les bois. Thomas Vance, le propriétaire du domaine, un homme dont la fortune reposait sur une autorité de fer, offrit une récompense équivalente à $1,5 million d'aujourd'hui, déclenchant une chasse à l'homme sans précédent à travers 3 États. Mais ni les chasseurs d'esclaves les plus expérimentés, ni les patrouilles de milices ne parvinrent à trouver le moindre indice, la moindre empreinte de pas dans le givre ou le moindre témoignage d'un mouvement suspect durant cette nuit sacrée. À Paris, les journaux de la fin du Second Empire s'emparèrent de l'affaire, y voyant une preuve de l'instabilité croissante du Sud-Américain, tandis que les cercles ésotériques de Lyon commençaient à murmurer que les disparus de Belmont n'avaient pas fui par les routes terrestres, mais qu'ils avaient trouvé une issue vers une autre dimension de liberté. Le mystère s'épaissit lorsque l'on découvrit que des objets personnels sans valeur apparente, des poupées de paille, des pierres gravées et des herbes séchées avaient été disposés en cercle sous le grand chêne de la propriété, suggérant une préparation méticuleuse, un plan qui échappait totalement à la compréhension rationnelle des oppresseurs. Cette première partie du récit de Belmont nous plonge dans une atmosphère de paranoïa et d'effroi, où l'on réalise que la force collective de 300 âmes a pu créer un miracle ou une horreur si vaste qu'elle défie encore les historiens modernes. La disparition n'était pas un acte de désespoir, mais une démonstration de puissance silencieuse, une sortie de scène si parfaite qu'elle laissa Vance et ses sbires face à leur propre vide intérieur, dans une maison immense qui sonnait désormais creux. Ce Noël 1859 n'était pas seulement le jour d'une perte financière colossale pour l'élite coloniale. C'était le jour où la réalité elle-même semblait avoir pris parti pour les opprimés, leur offrant un passage secret que personne ne pourrait jamais refermer. Les archives de Charleston révèlent que dans les semaines qui suivirent, des rapports similaires mais de moindre envergure parvinrent de plantations isolées, créant une onde de terreur d'effroi chez les propriétaires terriens qui craignaient que Belmont ne soit que le premier domino d'un effondrement mystique du système esclavagiste. Chaque porte verrouillée, chaque chaîne posée devenait désormais une insulte à une force qu'ils ne pouvaient plus ignorer, une force qui avait prouvé qu'elle pouvait s'évaporer à tout moment pour laisser place au néant. L'histoire de Belmont est celle d'un défi lancé à la logique du pouvoir, une énigme où les absents parlent plus fort que ceux qui sont restés, et où chaque détail, des foyers encore chauds aux outils alignés, crie une vérité que le monde d'avant 1950 n'était pas prêt à entendre. En adaptant ce récit pour notre audience française, nous explorons cette fascination pour l'inexplicable, pour ces moments où l'histoire bascule dans la légende urbaine tout en restant ancrée dans une réalité brutale et documentaire. Thomas Vance mourut quelques années plus tard, ruiné et obsédé par l'idée que ses 300 esclaves l'observaient depuis les ombres de la forêt. Une punition psychologique plus atroce que n'importe quelle sentence de tribunal.
Ce premier chapitre n'est que le prologue d'une enquête qui nous mènera des marais de la Caroline aux archives secrètes de l'Europe, à la recherche d'une explication qui pourrait bien ébranler tout ce que nous pensions savoir sur la survie et la résistance. Belmont n'est pas seulement un lieu, c'est le symbole d'une évasion totale, d'un refus de l'existence sous le joug, une histoire où le silence est devenu l'arme de destruction massive d'un système qui se croyait éternel. Les semaines qui suivirent la disparition de Noël 1859 transformèrent le domaine de Belmont en un épicentre de paranoïa qui commença à consumer non seulement Thomas Vance, mais aussi toute l'aristocratie terrienne de la Caroline du Sud. Car l'idée que 300 personnes puissent s'évanouir derrière des portes verrouillées sans laisser de traces défiait non seulement la loi, mais aussi les lois de la physique telles qu'il les comprenait. Vance, dont l'esprit basculait lentement vers une obsession maladive, fit démonter chaque planche des quartiers d'esclaves, convaincu qu'un tunnel secret avait été creusé, mais il ne trouva que de la terre compacte et des racines séculaires, prouvant que l'évasion n'avait pas eu lieu par le bas, tout comme elle n'avait pas eu lieu par les routes surveillées. À Charleston, le journal Mercury commença à publier des rapports d'enquêteurs privés qui affirmaient que Belmont était devenu un lieu où le temps semblait se comporter de manière erratique, des boussoles s'affolant près du Grand Chêne et des montres s'arrêtant exactement à l'heure où le régisseur avait découvert le vide, suggérant une perturbation énergétique massive liée à la disparition. Un détective venu de New York, engagé à prix d'or, nota avec une stupéfaction teintée d'effroi que les rations de nourriture préparées pour le matin de Noël n'avaient pas été emportées, mais qu'elles semblaient avoir vieilli de plusieurs années en une seule nuit, se transformant en poussière grise sous les yeux des témoins. Ce détail, tenu secret par les autorités pour éviter une panique mystique, renforça la théorie selon laquelle les 300 disparus n'avaient pas simplement marché vers la liberté, mais qu'ils étaient transportés ou transformés par un rituel collectif d'une puissance inouïe. À Paris, les cercles de la haute société qui suivaient l'affaire via les correspondances diplomatiques s'interrogeaient sur la possibilité d'une insurrection métaphysique, un concept qui fascinait les philosophes français de l'époque, voyant dans Belmont la preuve que l'esprit humain peut briser ses chaînes par la simple force d'une volonté commune synchronisée. Pendant ce temps, sur le domaine, le silence était si dense qu'il en devenait assourdissant, les oiseaux évitant de voler au-dessus de la propriété et les chevaux refusant d'entrer dans la zone des quartiers vides comme s'ils percevaient encore une barrière invisible laissée par les disparus. Vance commença à recevoir des lettres anonymes postées de différentes villes d'Europe, contenant uniquement des morceaux de chaînes brisés et des versets bibliques parlant de la sortie d'Égypte, ce qui le poussa à croire à un complot abolitionniste international d'une envergure colossale, utilisant des technologies ou des connaissances occultes pour humilier le Sud. La tension monta d'un cran lorsqu'on découvrit que les noms des 300 disparus avaient été gravés de manière invisible à l'œil nu sur les troncs des arbres entourant la plantation, n'apparaissant que sous la lueur de la pleine lune, une découverte qui terrifiait les patrouilles de nuit et les poussa à abandonner leurs recherches dans les bois. Cette deuxième partie de l'énigme révèle que Belmont n'était plus une simple plantation, mais une plaie ouverte dans la réalité, un lieu où la justice avait pris une forme spectrale pour hanter ceux qui croyaient posséder des êtres humains. Chaque tentative d'explication rationnelle, fuite par les marais, aide extérieure, massacre caché, s'effondrait face à l'absence de preuves matérielles, laissant place à une terreur sourde qui se propageait dans toutes les propriétés voisines. Les esclaves des plantations alentours, bien que sévèrement interrogés, gardaient un silence obstiné, mais leur regard contenait une lueur de triomphe discret, comme s'ils savaient exactement où leurs frères étaient partis et qu'ils attendaient simplement leur tour pour franchir la porte invisible. Vance, hanté par le souvenir de ses propres cruautés, commença à voir les visages des disparus dans les reflets des fenêtres du manoir, une agonie psychologique qui le menait droit vers la ruine physique et mentale. L'enquête devint un labyrinthe sans issue, où chaque nouvel indice ne faisait que renforcer l'impossibilité de l'événement, transformant Belmont en un monument à l'inexplicable qui allait marquer l'histoire américaine jusqu'au milieu du XXe siècle.
Le mystère des 300 n'était pas seulement une disparition de masse, c'était le cri de liberté le plus radical jamais poussé, un acte qui avait effacé jusqu'à l'existence physique des opprimés pour les placer hors de portée de leurs bourreaux. Dans cette phase du récit, l'horreur change de camp, elle n'est plus chez ceux qui subissent, mais chez ceux qui restent, face à un vide qu'ils ne peuvent ni combler ni comprendre, prisonniers d'une réalité où leurs esclaves sont devenus des fantômes victorieux. À Lyon, un occultiste renommé écrivit que Belmont est le lieu où la chaîne est devenue esprit, une phrase qui allait devenir le leitmotiv des chercheurs de l'étrange pour les décennies à venir. Le domaine, autrefois symbole de puissance coloniale, n'était plus qu'une carcasse hantée par l'absence, une preuve vivante que la volonté humaine, lorsqu'elle est poussée à son paroxysme, peut littéralement déplacer des montagnes ou, dans ce cas, faire disparaître un peuple entier. La traque continuait, mais elle ressemblait désormais à une chasse aux ombres, un effort désespéré pour maintenir l'illusion d'un contrôle qui s'était évaporé ce matin de Noël 1859, laissant Thomas Vance seul avec ses fantômes et ses regrets dans une demeure qui ne lui appartenait déjà plus vraiment. L'année 1860 marqua le début d'une phase encore plus sombre et complexe de l'affaire Belmont. Car ce qui n'était jusqu'alors qu'une enquête locale se transforma en une traque intellectuelle et mystique impliquant les plus grands esprits de l'époque, de Charleston jusqu'au salon feutré de Paris. Thomas Vance, désormais l'ombre de lui-même, reçut la visite d'un délégué de la Société de psychologie de Lyon, un certain professeur Delacroix, qui affirmait que la disposition des outils et des chaînes retrouvés dans la cour le matin de Noël n'était pas fortuite, mais constituait une forme de message géométrique, un code visuel destiné à stabiliser une faille dans la réalité. Les archives secrètes de la police d'État révélèrent que plusieurs témoins oculaires, des pêcheurs isolés sur les rives de la rivière Edisto, avaient rapporté avoir vu une immense colonne de lumière argentée s'élever au-dessus des quartiers de Belmont aux alentours de 3 heures du matin. Une lumière si intense qu'elle semblait rendre les arbres transparents avant de s'éteindre brusquement, laissant place à une obscurité totale. À Londres, un physicien dissident publia une thèse audacieuse, suggérant que la souffrance accumulée et la volonté synchronisée de 300 individus avaient pu générer une telle énergie vibratoire qu'ils avaient littéralement glissé hors du spectre visible. Une théorie qui terrifiait les autorités religieuses qui y voyaient une forme de sorcellerie technologique. Vance, poussé par une rage désespérée, commença à financer des fouilles archéologiques insensées sur ses propres terres, déterrant des artefacts anciens qui n'avaient rien à voir avec la culture locale, comme si le domaine de Belmont était bâti sur un carrefour de mondes oubliés que les disparus avaient appris à utiliser. Le mystère prit une dimension politique lorsque le gouvernement fédéral à Washington envoya des agents secrets pour vérifier si Belmont n'était pas le site d'une nouvelle arme expérimentale développée par des ingénieurs abolitionnistes européens. Mais ils ne trouvèrent que des champs vides et une maison où les miroirs refusaient de refléter les visages des occupants. Cette troisième partie de l'énigme nous montre comment la disparition de Noël 1859 est devenue le point de bascule d'une nouvelle compréhension de la résistance. Non plus une fuite physique, mais une évasion métaphysique. Un ancien esclave d'une plantation voisine, interrogé sous hypnose par le docteur Harrington, décrivit Belmont non pas comme une prison, mais comme un portail de verre que les 300 avaient peli pendant des mois par leurs chants et leurs prières collectives jusqu'à ce qu'ils deviennent franchissables. La paranoïa atteignit son paroxysme lorsqu'on découvrit que les registres de naissance et de décès du domaine avaient été modifiés par une main invisible, les noms des disparus s'effaçant progressivement du papier comme s'ils n'avaient jamais existé dans le monde des hommes. À cette époque, une rumeur circula dans les ports de France selon laquelle des navires fantômes transportant des passagers invisibles avaient été aperçus au large de la Caroline, des navires dont les voiles étaient faites de lumière et qui ne laissaient aucun sillage sur l'eau. Vance, ruiné par ses recherches et par l'effondrement de la valeur de sa propriété, commença à placarder des avis de recherche dans tous les journaux de toute l'Europe, offrant des sommes astronomiques pour toute information sur une cité de lumière où ses esclaves se seraient réfugiés.
L'atmosphère de Belmont était désormais saturée d'une électricité statique permanente, provoquant des étincelles au moindre contact et rendant le séjour dans le manoir insupportable pour quiconque n'avait pas l'esprit embrumé par la folie. Cette phase de l'histoire illustre la transition vers un XXe siècle où la science et l'occulte se rejoignent pour tenter d'expliquer l'inexplicable, transformant la disparition des 300 en un cas d'étude pour les futurs pionniers de la physique quantique. Les chaînes laissées au sol, soigneusement conservées dans un coffre-fort à Charleston, devinrent l'objet de toutes les convoitises, certains prétendant qu'elles possédaient encore le poids spirituel de ceux qu'elles avaient autrefois entravés. Le message de Belmont était clair. Il existe des formes de liberté que les murs ne peuvent contenir et des départs que les yeux ne peuvent voir. Chaque page des journaux de Vance, remplie de calculs obsessionnels et de croquis de constellations, témoigne de la défaite totale d'un homme qui pensait pouvoir posséder l'âme d'autrui. La traque se poursuivait, mais elle était désormais une quête de fantômes dans un labyrinthe de miroirs, où chaque pas vers la vérité révélait une nouvelle couche de mystère, une nouvelle dimension de l'insaisissable. À Londres, le professeur Delacroix conclut son rapport en affirmant que les disparus de Belmont n'étaient pas partis ailleurs, mais qu'ils étaient devenus le silence même de la Terre, une force latente qui attendait son heure pour se manifester à nouveau et rappeler au monde que la justice ne connaît pas de branche physique. En 1875, alors que les États-Unis pansaient encore les plaies de la reconstruction, le domaine de Belmont était devenu une terre de légendes urbaines et de recherches interdites, attirant des aventuriers et des hommes de science du monde entier, tous fascinés par cette faille spatio-temporelle ouverte un matin de Noël. Thomas Vance, dont la santé mentale s'était totalement effondrée, vivait désormais en reclus dans une aile délabrée du manoir, affirmant que les 300 disparus n'étaient jamais partis loin, mais qu'ils habitaient les interstices du silence de la maison, l'observant à travers les grains de poussière suspendus dans la lumière. À Paris, un jeune ingénieur du nom de Lucien Valmont, disciple des travaux de Delacroix, commença à expérimenter avec les premières plaques photographiques à haute sensibilité, espérant capturer ce qu'il appelait les images rémanentes de Belmont, ces spectres de liberté qui semblaient encore vibrer dans l'air saturé d'humidité de la Caroline. Lors d'une expédition nocturne sur le site, Valmont réussit à prendre une série de clichés qui révélèrent des formes géométriques flottant au-dessus des anciens quartiers, des structures de lumière rappelant les symboles que les esclaves avaient autrefois gravés sur les arbres, prouvant que la disparition n'était pas un événement fini, mais un processus continu de transformation. Le mystère prit une tournure diplomatique lorsque le gouvernement français, par l'intermédiaire de son consul à Charleston, demanda officiellement l'accès aux archives de Vance, soupçonnant que la disparition massive cachait une découverte scientifique majeure sur la manipulation de la matière. La paranoïa collective fut alimentée par des rapports de patrouilles locales qui affirmaient entendre, lors des nuits de givre, le son de 300 cœurs battant à l'unisson sous la terre, un rythme profond et régulier qui faisait trembler les vitres des habitations voisines. Cette quatrième partie du récit explore la transition entre le folklore et la science-fiction primitive, où les disparus de Belmont deviennent les pionniers involontaires d'une nouvelle réalité, une existence affranchie des lois de la pesanteur et de l'oppression. À Lyon, les héritiers du professeur Delacroix publièrent un ouvrage posthume intitulé « La physique de l'absence », où ils suggéraient que les 300 avaient utilisé une forme de prière rythmique pour désynchroniser leurs molécules de la fréquence du monde visible, une idée qui inspira les premiers théoriciens de la téléportation. Vance, dans un dernier accès de lucidité destructrice, tenta de faire exploser les fondations de sa propre demeure pour libérer les esprits qu'il croyait prisonniers des murs, mais la charge de dynamite refusa de s'allumer, comme si la maison elle-même était protégée par une volonté supérieure. L'atmosphère de la propriété était devenue si étrange que les végétaux commençaient à pousser de manière anormale, les fleurs s'ouvrant la nuit et se refermant le jour, créant un jardin surréaliste qui semblait appartenir à un autre continent. Le code de l'invisible mentionné par Harding fut partiellement reconstitué par Valmont, révélant que les outils alignés dans la cour formaient une carte stellaire, pointant vers une conjonction céleste rare qui ne se reproduirait qu'un siècle plus tard.
Cette phase de l'histoire montre que l'acte de résistance de Belmont avait ouvert une brèche que personne ne pouvait refermer, transformant une simple plantation en un laboratoire à ciel ouvert pour l'étude du paranormal. Chaque nouveau témoignage de vision de la part des locaux, des silhouettes d'enfants jouant dans les champs vides, des chants polyphoniques s'élevant du brouillard, renforçait l'idée que les disparus avaient trouvé une forme d'immortalité terrestre, hors de portée des fouets et des lois des hommes. La traque des 300 n'était plus une question de police, mais une quête métaphysique pour comprendre comment une communauté opprimée avait pu vaincre la tyrannie par la simple maîtrise de l'invisible. Les journaux de Vance, récupérés plus tard par Valmont, contenaient des descriptions terrifiantes de ces nuits de veille, où il prétendait que les murs de sa chambre devenaient transparents, laissant voir ses anciens esclaves menant des vies de rois dans une cité de verre bâtie sur les ruines de sa fortune. Cette partie du récit illustre la défaite totale de la rationalité coloniale face à une force qui n'utilise pas la violence, mais la disparition pure et simple comme mode d'insurrection. Belmont restait là, debout dans sa décrépitude, comme un défi lancé à la face du monde, une énigme que le temps ne faisait qu'épaissir au lieu de la résoudre. Les agents de Washington finirent par abandonner le site, le déclarant une zone d'anomalie permanente, tandis que les archives de France continuaient d'accumuler des preuves d'une révolution silencieuse qui avait commencé dans les larmes et s'était terminée dans la lumière. Le voyage vers 1950 se poursuivait, et Belmont restait le phare d'une liberté absolue, un lieu où l'on murmurait que pour s'échapper vraiment, il ne fallait pas courir, mais simplement cesser d'être là où on vous attendait. À l'aube du XXe siècle, le domaine de Belmont n'était plus qu'une ruine dévorée par la végétation sauvage de Caroline du Sud, mais son ombre s'étendait désormais bien au-delà des frontières américaines, devenant une obsession pour les pionniers de la télégraphie sans fil et les premiers théoriciens de la radiofréquence. Thomas Vance était mort depuis longtemps, emportant dans sa tombe une folie nourrie par le silence, mais ses archives, rachetées par un consortium d'investisseurs européens, révélèrent des détails troublants sur les derniers jours de la plantation. Il les décrivait comment, peu avant la disparition, les 300 esclaves semblaient vibrer d'une énergie commune, leurs chants provoquant des interférences avec les boussoles et les premiers instruments de mesure électrique. À Paris, lors de l'exposition universelle de 1900, une rumeur circula dans les cercles scientifiques les plus fermés selon laquelle un enregistrement sur cylindre de cire, capturé par un voyageur égaré près de Belmont en 1859, contenait des fréquences capables de modifier la perception du temps chez ceux qui l'écoutaient. Lucien Valmont, l'ingénieur qui avait consacré sa vie à l'étude des images rémanentes, affirmait maintenant que les disparus n'étaient pas dans un ailleurs géographique, mais qu'ils s'étaient encodés dans le spectre électromagnétique de la Terre, attendant que la technologie humaine soit assez avancée pour capter leur nouveau mode d'existence. Cette 5e partie de notre récit explore la transformation d'un fait divers tragique en un mythe technologique, où la disparition de Noël 1859 est vue comme la première dématérialisation collective de l'histoire, un acte de résistance pure contre la prison de la matière et de l'oppression. À Lyon, les héritiers du mouvement spirit commencèrent à utiliser les premières radios pour tenter d'entrer en contact avec ce qu'ils appelaient la fréquence Belmont, rapportant des messages fragmentés en plusieurs langues africaines anciennes et en anglais archaïque, parlant d'une cité bâtie sur les ondes où la notion de propriété humaine n'existait plus. Le domaine lui-même devint un site d'expérimentation pour des agences gouvernementales naissantes qui cherchaient à comprendre comment 300 personnes avaient pu briser les lois de la thermodynamique pour s'évaporer sans laisser de chaleur résiduelle. On découvrit que le grand chêne, au centre de la propriété, agissait comme une antenne naturelle, dont les racines plongeaient dans une nappe phréatique chargée de minéraux rares qui auraient pu amplifier le rituel sonore des disparus. La paranoïa changea de forme. On ne cherchait plus des fugitifs dans les bois, mais des signaux dans l'éther, craignant que cette insurrection fréquentielle ne se propage à d'autres populations opprimées à travers le monde.
Cette phase de l'histoire montre comment le secret de Belmont a influencé les premières recherches sur la physique des particules, suggérant que la conscience humaine, lorsqu'elle est poussée par un désir de liberté absolue, peut littéralement réécrire le code de sa propre réalité physique. Les chaînes de Belmont, envoyées anonymement au journal Mercury des décennies plus tôt, furent analysées dans un laboratoire de Londres en 1912 et révélèrent une structure cristalline modifiée, comme si le fer avait été exposé à une source d'énergie inconnue au moment de la rupture. L'atmosphère de Belmont restait saturée d'une tension électrique que les premiers touristes de l'étrange décrivaient comme un poids sur l'âme, une présence invisible mais constante qui interdisait tout repos sur ces terres maudites. Valmont écrivit dans son testament que Belmont était le point zéro d'une nouvelle humanité, celle qui ne se bat pas avec des armes mais avec la maîtrise de son propre rayonnement interne. Le voyage vers 1950 touchait à sa fin, et alors que la radio devenait un objet quotidien, certains auditeurs isolés dans les campagnes profondes affirmaient entendre entre deux stations le murmure de 300 voix chantant à l'unisson, un son qui ne venait d'aucun studio, mais du cœur même de la nuit de Noël 1859. L'horreur était devenue une fascination mystique, un rappel que la liberté n'est pas seulement un droit, mais une fréquence que les puissants ne peuvent jamais totalement brouiller. Chaque tentative de reconstruction sur le site échouait systématiquement, les plans s'effaçant des tables d'architectes et les matériaux de construction s'effritant inexplicablement, laissant le domaine à son rôle de gardien du néant. Belmont restait une énigme vibrante, une preuve que les absents sont parfois plus présents que les vivants et que le silence d'une plantation vide peut porter en lui le tonnerre d'une révolution qui ne fait que commencer. En 1950, le dossier Belmont fut officiellement scellé par les autorités fédérales, mais ce geste de clôture bureaucratique ne fit que confirmer ce que les initiés savaient déjà. Les 300 n'étaient plus une affaire de police, mais une composante de la structure même de la réalité moderne. Le domaine de Belmont, désormais une jungle impénétrable, où les ruines du manoir semblaient s'enfoncer dans la terre comme pour rejoindre ceux qui l'avaient autrefois emprisonné, restait un lieu de silence sacré, où même le vent semblait murmurer des noms oubliés. À Paris, les travaux de Lucien Valmont sur la dématérialisation furent redécouverts par une nouvelle génération de physiciens qui virent dans l'événement de 1859 la première preuve expérimentale de la non-localité de la conscience humaine, suggérant que la liberté n'est pas un lieu, mais un état vibratoire. Les archives secrètes de Lyon révélèrent un dernier document, une lettre de Thomas Vance écrite sur son lit de mort, où il confessait avoir compris trop tard que ses esclaves n'avaient pas fui sa plantation, mais qu'ils l'avaient simplement effacé de leur univers, le laissant errer seul dans une version morte de la réalité. La fréquence Belmont captée par intermittence sur les ondes radio pendant des décennies se stabilisa en une harmonie pure que les musicologues de l'après-guerre décrivaient comme le son de la paix absolue, une mélodie qui ne pouvait être entendue que par ceux qui avaient connu l'oppression la plus profonde. Cette 6e et dernière partie de notre récit nous mène à la conclusion que le véritable secret des 300 réside dans la puissance de l'unité spirituelle. Lorsqu'une communauté entière décide de ne plus appartenir à ses chaînes, le monde physique lui-même finit par plier. Les descendants de ceux qui avaient enquêté sur Belmont, de la France aux États-Unis, formèrent une société discrète pour veiller à ce que l'histoire ne soit jamais totalement oubliée, mais aussi pour s'assurer que personne ne tente de reproduire le rituel à des fins de domination. On raconte que dans les marais de Caroline, les soirs de Noël, on peut encore voir 300 lumières d'argent s'élever au-dessus de la cime des arbres, une procession silencieuse qui rappelle que la justice divine possède des chemins que la tyrannie ne peut ni cartographier ni bloquer. L'horreur des plantations avait engendré un miracle de lumière, transformant une tragédie humaine en un testament d'espoir universel qui continue de vibrer dans l'inconscient collectif du XXIe siècle. Le domaine de Belmont n'est plus une terre de souffrance, mais le monument invisible d'une victoire totale sur l'esclavage, prouvant que même dans les ténèbres les plus denses de 1859, la lumière de la liberté avait déjà trouvé son chemin vers l'infini.
Chaque objet vesté sur place, des outils alignés aux chaînes vides, est devenu une relique d'un temps où l'humanité a osé franchir le seuil de l'impossible pour ne plus jamais revenir en arrière. L'histoire se termine ainsi, non pas sur une découverte géographique, mais sur une révélation intérieure. Les 300 de Belmont sont partout où l'on refuse de se soumettre, habitant chaque silence qui précède une révolution et chaque chant qui célèbre l'éveil de l'âme. Le voyage commencé sous le grand chêne de la plantation s'achève dans les terres de notre modernité, nous laissant face à cette interrogation qui hante encore les historiens. Et si la liberté n'était qu'une question de fréquence ? En refermant ce chapitre avant 1950, nous rendons hommage à ces ombres victorieuses qui ont appris au monde que l'on ne peut jamais posséder ce qui a décidé d'appartenir à l'univers tout entier. Belmont restera à jamais ce point de lumière dans l'histoire, un rappel vibrant que les murs les plus épais et les chaînes les plus lourdes ne sont rien face à la clarté d'un esprit qui a décidé d'être libre, ici et maintenant, pour l'éternité.